comme j'avais pu déjà vous le dire, nous sommes obligés de faire des choix dans la mesure où, il y a encore quelques années, nous avions quasiment 30 heures pour ce membre inférieur et nous n'en avons officiellement plus que 8. Donc, nous avons choisi de faire de l'anatomie topographique, c'est-à-dire les régions, et non pas de l'anatomie descriptive pure, c'est-à-dire tous les os, toutes les articulations, tous les muscles, toutes les artères, tous les nerfs séparément. Tout de suite les intégrer en région, ce qui a l'avantage d'avoir un intérêt clinique et d'examen du patient. Un cours qui est classique au début est le cours sur l'articulation de la hanche. Nous ne le faisons pas toujours, puisque c'est un cours relativement simple qui dérive directement de l'anatomie générale. C'est une articulation sphéroïde. Donc si on connaît l'anatomie générale d'une articulation sphéroïde, on connaît en gros la hanche. Malgré tout, comme nous avons la chance cette année de pouvoir enregistrer l'ensemble, grâce notamment à Bernard et Philippe, et puis ensuite le montage de Stéphane, eh bien, nous allons enregistrer ce cours sur l'articulation de la hanche, qui est un cours classique et de méthodologie de description anatomique. Nous allons donc rappeler que quand on étudie une articulation, et là, bien sûr, tout ce qui a été fait dans le programme de PACES d'anatomie générale UE5 doit être connu, nous le rappelons, eh bien, on regarde les surfaces articulaires proximale, surface articulaire distale, puis les moyens de contention, puis la synoviale, moyen de glissement, et les mouvements. Nous allons commencer donc par les surfaces articulaires et ceci nous amène à faire de l'ostéologie sur les régions les plus importantes. Nous pouvons commencer par placer la surface articulaire proximale qui va être représentée par l'acétabulum. Acétabulum qui veut dire une petite coupe, en latin une petite coupe pour le vinaigre, va être une demi-sphère creuse et nous allons voir l'acétabulum en vue axiale, c'est-à-dire en gros de profil latéral. Anciennement, l'acétabulum s'appelait le cotyle, C-O-T-Y-L-E, mais ce terme n'est pas un terme international, est encore utilisé par certains chirurgiens, mais ne doit pas être retenu ou utilisé en tant que tel, notamment, par exemple, dès qu'on passe au plan international. Donc, nous allons représenter ici cet acétabulum en vue de profil, donc en vue axiale, et voir qu'il s'inscrit, il correspond à une demi-sphère creuse dont nous reverrons l'orientation. Sur cette demi-sphère creuse, eh bien, la surface articulaire, ce n'est pas l'ensemble de la demi-sphère creuse. La surface articulaire prend la forme d'un croissant que l'on appelle aussi surface semi-lunaire. Donc la surface semi-lunaire qui est une forme de demi-lune, en fait c'est un croissant de lune, c'est la portion articulaire qui est périphérique, nous la comprendrons mieux par des coupes. Lorsque nous regardons cette vue axiale, nous voyons qu'il y a une corne postérieure qui est relativement large et qui descend relativement bas, puis on a la partie moyenne de la surface semi-lunaire, et enfin on a une corne inférieure qui est plus effilée et qui descend moins bas. Bien sûr, toutes ces caractéristiques, le fait que ce soit plus large ou moins bas, ce sont des asymétries et qui ont leur intérêt d'un point de vue fonctionnel. Voici en vue axiale, et nous le comprendrons mieux bien sûr avec d'autres vues et d'autres coupes dans un instant. Voici ici en vue axiale inscrit dans cette demi-sphère creuse, donc inscrit dans cette demi-sphère creuse, cette partie haute périphérique qui est recouverte de cartilage articulaire. Et puis, entre les cornes, ici vers le bas, c'est ouvert, c'est ce qu'on appelle l'incisure acétabulaire, et nous avons là les contours de l'acétabulum, avec une région qu'on appelle la fosse acétabulaire, qui est en retrait et qui n'est pas articulaire, qui n'est pas recouverte de cartilage hyalin. Voici donc pour cet acétabulum qui est porté à la face latérale de l'os coxal, et en avant nous trouvons l'éminence iliopectinée. Iliopectinée parce que nous sommes à la jonction entre l'aile iliaque et le pecten du pubis. Et puis vers le haut, nous trouverons l'épine iliaque antérieure et inférieure, puis la suite du bord antérieur de l'os. Vers l'arrière, nous allons être au niveau de l'épine ischiatique, qui là aussi est en quelque sorte à la jonction entre l'ilium et l'ischium. Nous sommes au-dessus dans la grande incisure ischiatique et en dessous, nous avons la petite incisure ischiatique qui va nous mener à la tubérosité ischiatique. Puis, ce sera ici vers l'avant le pubis jusqu'à la symphyse pubienne et nous trouvons vers le bas
la branche ischio-pubienne qui remonte jusqu'à la région symphysaire. Vers l'arrière, c'est ici la tubérosité ischiatique sur laquelle vous êtes assis en ce moment, tubérosité ischiatique, et dans cette partie ischio-pubienne sous l'acétabulum, il y a, nous l'avions vu aussi d'un point de vue morphologie évolutive, un vaste orifice qu'on appelle le foramen obturatum. Foramen obturatum qui sera en grande partie fermé par une membrane, la membrane obturatrice. Donc voilà cet acétabulum en vue axiale. Il est entouré par une région en relief qu'on appelle le rebord acétabulaire ou rebord supra-acétabulaire que nous allons voir en coupe dans un instant. En effet, nous allons, pour compléter ces éléments, eh bien, commencer une coupe qui sera une coupe frontale. J'en représente ici les éléments. Donc voilà cette coupe frontale que nous allons faire, qui passe par le milieu de l'articulation. Et nous allons donc retrouver, ce ne sont pas obligatoirement les mêmes proportions pour des questions de place sur les différents dessins, nous allons retrouver ici une grande coupe classique de l'articulation coxo-fémorale avec la tête fémorale qui viendra s'inscrire dans l'acétabulum. Et nous allons voir donc l'acétabulum qui est une portion de sphère creuse. Et nous voyons ici donc coupé uniquement la partie haute articulaire, puis c'est la zone non articulaire de la fosse acétabulaire. Voici ici ce cartilage articulaire qui est donc une portion de sphère creuse que voici. Donc le cartilage est assez épais puisqu'il y a bien sûr des pressions importantes au niveau de la hanche. Puis nous trouvons la suite de l'os coxal vers le haut, c'est-à-dire le rebord supra-acétabulaire, qu'on appelait parfois le sourcil acétabulaire, puis c'est l'aile iliaque. Puis en dessous, en retrait, nous trouvons la fosse acétabulaire, qui est non articulaire, relativement irrégulière, et qui va nous mener eh bien, au bord supérieur du foramen obturatum. Sur la face médiale, c'est ici l'aile iliaque avec la fosse iliaque interne, puis c'est le détroit supérieur, puis c'est ici la partie basse au-dessus du foramen obturatum. Nous sommes ici dans une section, coupe frontale, et donc dans cette coupe frontale, nous avons ce qui est latéral, ce qui est droit ici, et le haut pour l'orienter. Coupe frontale, la fosse iliaque interne, ici le foramen obturatum, et nous pouvons mettre vers le bas eh bien, la branche ischio-pubienne, ici, et entre les deux, nous avons la membrane obturatrice qui vient fermer les éléments, on peut la mettre ici, ne laissant ouvert qu'un passage en avant qui correspondra eh bien, au passage du pédicule obturateur, comme nous avions déjà pu le signaler. Donc en fait, l'essentiel est fermé ici par cette membrane obturatrice, et nous trouvons en avant, juste en avant et en haut, eh bien, la membrane qui délimite avec l'os un canal par lequel va passer l'artère obturatrice, va passer les veines dans l'autre sens. Je les mets en petit, le calibre est plus important que ça, et c'est aussi le nerf obturateur, donc pédicule obturateur qui passerait ici pour arriver dans la région obturatrice qui est profonde au niveau de la région du trigone fémoral. C'est en profondeur du trigone fémoral. Et ici, à ce niveau, la membrane obturatrice est entière puisque l'orifice est en avant et en haut. Voici ici donc cet acétabulum où nous voyons qu'il s'inscrit dans une demi-sphère creuse, on va le revoir aussi sur d'autres coupes, et ce n'est ici que la partie haute qui est recouverte de cartilage, une zone non recouverte vers le dedans. Nous allons faire une deuxième coupe, qui sera ici une coupe horizontale à présent, coupe horizontale qui passera par le milieu de l'articulation, c'est-à-dire l'épine ischiatique, corne postérieure, fosse acétabulaire, corne antérieure. Donc nous aurons là quelque chose qui va être bien sûr tout à fait différent. Et sur cette coupe qui est donc maintenant une coupe horizontale, que nous allons faire
ici relativement vers le bas pour mettre d'autres choses ensuite, eh bien, nous allons retrouver le fait que l'acétabulum s'inscrit dans une portion de sphère creuse. Et c'est une demi-sphère creuse, nous le redirons, qui est orientée à 45 degrés vers l'avant et le dehors. C'est une coupe axiale ici, coupe horizontale, où nous allons toujours avoir l'orientation classique, c'est-à-dire nous allons trouver la tête qui sera derrière le tableau et les pieds qui seront vers vous. Et donc, si on regarde l'orientation, nous avons ce qui est à droite ici, et qui est aussi latéral, et nous avons l'avant qui est vers le haut du tableau. Et là, nous allons voir que cette surface ici, cette demi-sphère, est orientée à 45 degrés vers l'avant. C'est toujours la difficulté de ces vues de profil, c'est comme l'aile iliaque, on est à 45 degrés vers l'avant. Pourquoi? Parce qu'il y a une torsion dans l'os coxal, je vous le rappelle. L'aile iliaque regarde vers l'avant à 45 degrés, la partie ischiopubienne à 45 degrés vers l'avant, et nous sommes là à la jonction de la torsion. Et nous allons donc voir sur cette zone les deux cornes. La corne antérieure, qui est plus étroite, est presque sagittale. Donc la voici, corne antérieure. Elle est relativement plus étroite, mais elle est presque sagittale, parce que la demi-sphère est orientée à 45 degrés vers l'avant, nous le redirons. Alors que la corne postérieure est presque frontale et plus large. Voici les deux surfaces articulaires, les deux cartilages des cornes. Corne antérieure qui est plus étroite et presque sagittale, et la corne postérieure qui est presque frontale. Et entre les deux, nous trouvons la fosse acétabulaire qui est irrégulière et non articulaire. Donc voilà cet acétabulum, demi-sphère creuse, orientée à 45 degrés vers l'avant et le dehors. L'orientation de ces surfaces ne sera pas anodine, puisque si l'on fait une radio de face, on va pouvoir enfiler ici la surface antérieure, alors qu'on verra perpendiculairement la corne postérieure. Inversement, sur un profil, vous aurez des incidences croisées. Cela signifie qu'on ne peut pas, sur un même cliché, avoir bien dégagé la corne antérieure et la corne postérieure. Il faut deux clichés. Maintenant, c'est notamment résolu par le scanner. Nous pouvons mettre ici la poursuite de l'os qui va nous mener en avant vers le bord antérieur de l'os et vers l'arrière, vers l'épine ischiatique. Et puis nous serons ici sur la face interne de l'os, qui est la zone la plus étroite, la plus rétrécie au niveau de l'acétabulum, ce qui fait que c'est une zone ici de fragilité. Voici ici la coupe de l'os coxal, c'est parfois ce qu'on appelle le col, c'est-à-dire la portion rétrécie entre l'aile iliaque et la plaque ischiopubienne. Voici pour cette surface articulaire proximale, et cette surface va être agrandie par un dispositif fibrocartilagineux. Alors on dit un fibrocartilage, en fait c'est essentiellement du tissu fibreux, on va dire 97% de tissu fibreux, dans lequel on trouve des cellules de type cartilagineuse qu'on appelle des cellules chondroïdes, donc en forme de cellules cartilagineuses, et qui viennent donc sécréter une substance plus épaisse, un petit peu comme la substance fondamentale du cartilage, et donc qui donne une rigidification. C'est donc ce qu'on appelle un fibrocartilage articulaire. Je vous rappelle qu'il y en a trois types. Il y a les disques, les ménisques et les labromes, et c'est ici un labrome, c'est-à-dire un anneau qui vient s'insérer au pourtour de la surface articulaire, et donc qui vient augmenter la concavité de la surface. C'est un anneau complet, et vers le bas, cet anneau va passer en pont entre les deux cornes, formant ce qu'on appelle le ligament transverse de l'acétabulum. Donc là, on est vers le bas, en pont entre les deux cornes. Ce n'est plus une adhérence, c'est un pont, et on trouve cet anneau fibreux complet, le labrome. Parfois, on l'appelait le bourrelet. Je pense qu'il faut conserver ce terme scientifique et international de labrome, et bourrelet, plus conserver ça plutôt pour les replis graisseux de la paroi abdominale. Labrome est bien le nom ici articulaire. Ce labrome, comme tous les labromes, est donc un anneau qui va avoir
une coupe triangulaire. Et si l'on représente sur un schéma très agrandi ce qui se passe, nous allons avoir le cartilage. Nous allons avoir ici, donc très agrandi, nous avons le cartilage articulaire. Puis, nous avons le bord de l'os, ici. Et nous trouvons le labrum qui, de forme triangulaire à la coupe, vient ici augmenter la concavité de la surface articulaire. Voilà le labrum qui va avoir trois faces. Une face adhérente qui sera adhérente à l'os, première face. Deuxième face, une face périphérique qui sera adhérente en grande partie à la capsule articulaire que nous verrons. Donc voici la capsule. Donc la pointe en général n'est pas adhérente, la capsule. Et nous avons la troisième face qui est en continuité avec le cartilage articulaire et qui est une surface articulaire. Donc une des trois faces est articulaire dans ce labrum. C'est donc ce labrum ici que nous trouvons sur la coupe, ici au-dessus. Voici ce labrum, forme triangulaire, qui prolonge donc la concavité de la surface et qui augmente donc la congruence. Vers le bas, eh bien, le labrum, on l'a dit, passe en pont entre les deux cornes. Il est à distance de l'os, formant le ligament transverse de l'acétabulum, qui est toujours articulaire avec la tête, et c'est une demi-sphère. Donc nous retrouvons ici eh bien, le labrum vers le bas, dans cette région où il est non adhérent et où il forme le ligament transverse de l'acétabulum. Donc on a là les contours de cette demi-sphère. Si l'on regarde ce qui se passe sur la coupe axiale ou horizontale, nous allons voir vers l'avant ici eh bien, la coupe du labrum au niveau antérieur, triangulaire, trois faces, une basale adhérente à l'os, une axiale, surface articulaire qui continue le cartilage, une périphérique qui correspondra à une adhérence à la capsule. Et de même, nous retrouvons ici le labrum en arrière, prolongeant la corne postérieure et là aussi venant augmenter la concavité et donc la congruence des surfaces. Bien entendu, ceci est intéressant d'un point de vue mécanique, on a une meilleure congruence avec une certaine souplesse, mais comme c'est du tissu fibreux, ça peut venir bien sûr se déchirer. À partir du moment où ça se déchire, on va avoir en général des douleurs et on aura éventuellement des blocages. C'est difficile à voir, ou c'était difficile à voir, il faut faire une arthrographie, mettre un liquide de contraste. Maintenant, avec l'IRM, on a de bien plus grandes possibilités. Mais longtemps, c'était assez difficile à voir. Le tissu fibrocartilagineux ne cicatrise pas, c'est-à-dire que lorsqu'il est déchiré, c'est en quelque sorte définitif. Et il faut éventuellement enlever le morceau gênant. On va comprendre que dans certains mouvements, lorsque la tête fémorale viendra cogner contre ce labrum, notamment dans certains sports, on va avoir des micro-lésions répétées et donc ces facteurs ici de douleur de la hanche. Voici pour les surfaces articulaires proximales et nous allons maintenant voir surface articulaire distale. Encore une fois, ce n'est pas obligatoirement tout à la même échelle. Et la surface articulaire distale, c'est la tête du fémur, c'est l'articulation coxofémorale entre l'os coxal acétabulum et le fémur, tête du fémur. Nous sommes là dans une articulation sphéroïde, donc on a vu ici une demi-sphère creuse et en face, on va avoir 2/3 de sphère pleine. Une demi-sphère creuse, c'est ce qu'on appelle 180 degrés sphériques, puisqu'il y a 360 degrés au total sur une sphère. Donc c'est 180 degrés sphériques et 2/3 de sphère pleine, c'est 240 degrés sphériques. On ne va peut-être pas faire exactement à la même taille, sinon on n'aura pas tout à fait la place. Je vais essayer que ce soit assez proche. Voici ici la tête fémorale, donc qui s'inscrit dans 2/3 de sphère pleine. Nous allons trouver ici donc ces contours de la tête fémorale, 2/3 de sphère pleine, recouvert de cartilage articulaire. Il y a une petite zone millimétrique de quelques millimètres qui est dépourvue de cartilage, qui est vers le sommet
en général en situation postérieure, qu'on appelle la fossette de la tête fémorale, où s'insérera un ligament et où il n'y a pas de cartilage, donc la fossette de la tête qui est en général plutôt tournée vers l'arrière. Et voici le cartilage articulaire de la tête fémorale, donc 2/3 de sphère pleine. C'est une homologie, bien sûr, directe avec ce qui se passe au niveau de la scapulo-humérale. Simplement, on a ici quelque chose de beaucoup plus encastré. Au niveau scapulo-huméral, c'est un 1/6 de sphère creuse sur la scapula, la cavité glénoïde, et c'est 1/3 de sphère pleine pour la tête humérale. Donc là, on a quelque chose qui est plus couvrant. 1/6, là, c'est 1/2, et 1/3, ici, c'est 2/3. C'est beaucoup mieux encastré, et donc les luxations sont beaucoup plus rares qu'au niveau de l'articulation scapulo-humérale. Et cette tête va être portée par un col qui est quasi inexistant, le col anatomique au niveau de l'humérus, col qui est ici extrêmement important et marqué au niveau du fémur. Ce col, nous verrons, a une angulation par rapport à la diaphyse, est une portion de cône, et va être porté par l'épiphyse proximale qui présente un grand relief supérieur et latéral qu'on appelle le grand trochanter. Donc voici ces éléments de l'épiphyse proximale du fémur. Nous trouvons ici le col qui porte la tête, c'est ce qu'on appelle le col anatomique qui n'existe pas au niveau de l'humérus ou qui est limité à 1 mm, ce qui fait qu'au niveau de l'humérus, les fractures ne se font pas sous la tête, mais plus bas, c'est ce qu'on appelle le col chirurgical, alors qu'au niveau du fémur, les fractures se font bien au niveau de ce col. Donc le col est porté ici par l'épiphyse proximale, nous avons un grand relief que l'on sent sous la peau, supérolatéral, qui est le grand trochanter. Puis nous trouvons ici le bord inférieur du col qui se poursuit avec le bord médial de la diaphyse. De façon inférieure et médiale, nous allons trouver un relief qui est inférieur, médial et aussi postérieur, qui est le petit trochanter sur lequel se termine notamment le muscle iliopsoas. Se termine pas notamment, il n'y a que le muscle iliopsoas qui se termine dessus, un long tendon. À la face antérieure, nous trouvons une ligne qu'on appelle la ligne intertrochantérique, qui est relativement peu marquée, ligne intertrochantérique qui limite ici le col et qui rejoint grand trochanter et petit trochanter. Voici ici donc cette extrémité proximale du fémur, et donc avec l'articulation coxofémorale, nous en profitons pour refaire de l'ostéologie. Si l'on regarde cette extrémité proximale du fémur sur une vue postérieure, je ferai juste un petit schéma, eh bien, comme le petit trochanter est postérieur, il va y avoir un massif beaucoup plus important, et au lieu d'avoir ici une ligne, il y a ce qu'on appelle une crête, c'est la crête intertrochantérique. Et donc, si je fais ici une vue postérieure, une petite vue postérieure schématique, voici la tête fémorale, donc 2/3 de sphère, puis qui va donc être portée par la région du col, donc avec ici le bord inférieur du col, le bord supérieur du col, qui nous mène au grand trochanter, et nous avons ensuite la diaphyse. Vers l'arrière, bord supérieur du col, voici le grand trochanter, voici le grand trochanter par son bord latéral, et nous trouvons en arrière une crête qui, elle, est très marquée, crête entre le grand trochanter et le petit trochanter qui est inférieur et médial en continuité avec cette crête. Donc l'allure est relativement différente, et surtout sous cette crête il y a une gouttière, et c'est dans cette gouttière que viennent s'insérer les tendons, notamment des muscles pelvitrochantériens. Puisque là, il y a une zone déprimée, on le reverra sur la coupe. Donc ici, c'est la vue antérieure du fémur, et c'est ici la vue postérieure du fémur. Nous pouvons placer cela maintenant sur la coupe, qui est la coupe frontale que nous avons construite, et donc nous allons pouvoir placer la tête fémorale, 2/3 de sphère,
On va rajouter ici la petite fovea, ce qu'on appelle la fovea. Fovea, ça veut dire fossette. Donc ici, la fossette de la tête, où nous aurons l'insertion du ligament rond, comme on le redira, dépourvu de cartilage. Donc, nous allons ici tomber sur la tête maintenant en section frontale, où nous trouvons 2/3 de sphère pleine, recouverte de cartilage, sauf au niveau à peu près du sommet de la tête, où nous avons cette fossette de la tête, qu'on appelle parfois aussi fossette du ligament rond, ou fovea, et voici le pourtour de la tête fémorale, avec un cartilage qui a aussi une épaisseur relativement marquée, puisque les pressions sont importantes à ce niveau. Voici donc en coupe frontale la tête fémorale. Le reste, bien sûr, les contours sont les mêmes, simplement nous sommes là dans la structure. Ce qui fait que nous allons retrouver maintenant le bord inférieur du col, puis le bord médial de la diaphyse. Nous allons trouver le bord supérieur du col, donc avec une forme de tronc de cône, et puis nous tombons sur le grand trochanter qui est latéral et supérieur et qui va nous ramener à la diaphyse fémorale. Donc voici cette section frontale du fémur avec le col, le grand trochanter ici latéralement. Alors ceci peut nous permettre de placer la structure osseuse. Vers le bas, nous arrivons sur la diaphyse du fémur, c'est-à-dire que nous avons là une structure diaphysaire avec une corticale épaisse, et nous trouvons cette corticale qui se prolonge en forme de bec à la face inférieure du col. C'est important en soutien du col ici, donc on a une corticale épaisse, et dessous, c'est le canal centromédulaire qui est donc rempli de moelle osseuse, cette moelle que l'on peut manger donc sur certains animaux en coupant l'os. Au sein, vous avez ici ce canal avec de la moelle hématopoïétique ou graisseuse suivant l'âge. Voici ici la moelle qui est à l'intérieur, richement vascularisée. C'est pour ça qu'un os saigne, c'est en raison de cette moelle ici. Et le fait qu'il y ait ce canal explique que l'on puisse faire les enclouages lors de fractures du fémur, enclouages, puisqu'il existe une cavité et l'on peut rentrer un clou à l'intérieur pour consolider l'os. Vers le haut, nous sommes sur l'épiphyse. Nous avons vu qu'il y avait ici de l'os cortical qui se prolongeait à la face inférieure du col, qui va bien sûr être importante puisque les contraintes sur ce col arrivent du haut pour soutenir le col. Mais la structure du col elle-même est la structure d'une épiphyse, c'est-à-dire c'est de l'os spongieux. Il n'y a qu'une fine couche d'os cortical, sauf à la partie basse du col. Et à l'intérieur, dans cette zone spongieuse, nous trouvons donc une architecture des travées osseuses. Ici, j'en représente juste quelques-unes, bien sûr, c'est plus serré. Ces travées osseuses qui s'orientent suivant les lignes de force et lignes de contrainte et qui reproduisent finalement ces lignes que les ingénieurs ont ensuite utilisées. C'est le cas, par exemple, de Gustave Eiffel pour la Tour Eiffel, ou plus anciennement, à la limite, mais sans en avoir peut-être autant conscience, les bâtisseurs de cathédrales avec les arcs-boutants. Nous avons là ces structures que la nature a retenues qui permettent de consolider en fonction des zones de contrainte, de consolider l'os. Entre ces travées osseuses, des alvéoles, je vous rappelle que alvéole c'est masculin, un alvéole, donc des alvéoles qui contiennent de la moelle, du tissu adipeux, et bien sûr c'est pour cela que ces petites logettes seront en hypersignal sur une IRM. Et nous trouvons également un système de travées qui part de ce bec inférieur, qu'on appelle parfois l'éperon fémoral ou calcar fémoral. Calcar, c'est l'éperon. Le calcar fémoral, c'est cette zone de corticale à la face inférieure du col, où nous avons, partant de là, également, de façon rayonnée, des travées qui viennent consolider la tête. Alors, ici, elles sont très écartées, c'est plus serré que ça. Et en revanche, l'orientation est très importante, se voit bien sur une radio, et ce sera là un des signes à étudier pour voir si le fémur est normal, et détection de fractures, mais aussi déminéralisation, ostéoporose. Donc voilà cette architecture. Ici, bon, ce serait effectivement là de l'os spongieux aussi, hein, avec des travées
que nous trouvons dans cette région iliaque. Voici le fémur ici. Nous pouvons maintenant placer le fémur sur la coupe horizontale qui passe donc à peu près au milieu de l'articulation. Si l'on représentait ici où nous faisons cette coupe, elle sera à ce niveau-là, passant par le trochanter. Ici, voilà la coupe horizontale que nous avons fait. Qu'est-ce que nous allons trouver? Eh bien, nous allons trouver les 2/3 de sphère de la tête fémorale qui, elle, est orientée légèrement vers l'avant de 10-15 degrés. On va y revenir, c'est l'antéversion de la tête. Donc ici, on écarte toujours, je vous l'ai dit, on écarte toujours les surfaces. En fait, c'est bien sûr en continuité. Nous avons ici les 2/3 de sphère pleine de la tête fémorale. Voici le cartilage de la tête fémorale, sauf au niveau de la fossette de la tête, ou fovea. Voici ce cartilage de la tête fémorale, 2/3 de sphère pleine, qui vient s'encastrer dans l'acétabulum, demi-sphère pleine. Sauf au niveau ici de la fossette de la tête fémorale, qui est dépourvue de cartilage. L'ensemble va être porté par le col. Et ici, nous allons justement pouvoir voir que ce col est orienté vers l'avant, et légèrement vers l'avant, comme nous le voyons ici. Et nous allons trouver latéralement la région du grand trochanter, qui est donc un relief massif et sous la peau. Et nous voyons vers l'arrière cette crête intertrochantérique avec la gouttière où viennent s'insérer les muscles pelvitrochantériens. Donc voici globalement ce col, le grand trochanter latéralement, et ici cette direction moyenne globale qui est légèrement orientée vers l'avant du col. Voici donc ce fémur, ici le grand trochanter, et nous retrouvons donc là de l'os spongieux qui est coupé avec les différents types de travées. Quelques petites remarques. Vous voyez donc que la tête est beaucoup plus protégée en arrière qu'en avant. Ça signifie que les luxations antérieures seront plus faciles que les luxations postérieures, puisqu'en avant, on est moins couvert. En revanche, en arrière, pour avoir une luxation, en général, on a une fracture. Pour que la tête puisse se déplacer, ça signifie ici une fracture de la corne postérieure. Et dans quelles circonstances, ici, on peut avoir ces fractures et où la tête peut percuter la région postérieure? C'est ce qu'on appelle la classique fracture du tableau de bord. C'est-à-dire que vous êtes, par exemple, assis dans une voiture, donc vous êtes à 90 degrés, vous avez un choc frontal de la voiture, votre fémur percute, vient donc appuyer sur la corne postérieure, et ici, on a une rupture, donc fracture acétabulaire ici, par choc antéro-postérieur, la tête appuie, ça casse, et du coup, on peut avoir une luxation. Ce qui existe aussi, et qui n'est pas rare, même si ça paraît exceptionnel, c'est le fait, comme c'est très mince ici, et que la fosse acétabulaire est très mince, c'est que dans ces chocs, eh bien, la tête vient perforer l'os et se retrouver en situation intrapelvienne, lésant éventuellement des organes pelviens. Donc ici, on a une très grande fragilité sur toute cette corne postérieure dans les chocs. Ce n'était pas toujours facile à voir en radio parce qu'il y a des superpositions. À l'heure actuelle, avec le scanner, c'est quelque chose que vous voyez directement. Et souvent, ce sont des fractures complexes que l'on trouve au niveau de l'acétabulum. Donc voilà pour ces surfaces articulaires. Et nous allons maintenant faire quelques schémas qu'on appelle de coxométrie, c'est-à-dire de biométrie de quelques paramètres angulaires que l'on trouve au niveau de cette articulation coxofémorale. Donc c'est ce qu'on appelle la coxométrie. Coxométrie, c'est important pour de multiples raisons. L'articulation de la hanche est l'articulation qui est la plus touchée notamment par l'arthrose, par un certain nombre de pathologies dégénératives, et on a montré que ces différents paramètres étaient importants, de coxométrie, étaient importants pour comprendre ces éléments. C'est aussi, d'un point de vue pathologie, eh bien, tout ce qu'on appelle les dysplasies de hanche, c'est-à-dire où ces angles, où ces éléments ne vont pas être corrects et vont mener soit à une boiterie,
congénitale, soit ou acquise, soit à une arthrose. Alors, pour cela, il y a plusieurs angles qui sont très importants et très intéressants au niveau de cette articulation coxo-fémorale. On va commencer peut-être par le plus connu, le plus classique, qui est l'angle cervico-diaphysaire. Cervix, en latin, et venant du grec, cervix c'est le col, diaphyse c'est la diaphyse, donc l'angle cervico-diaphysaire c'est l'angle entre la diaphyse et le col fémoral. C'est donc ici cet angle que nous pouvons juste ébaucher, qui est l'angle du col par rapport à l'angle de la diaphyse. Et cette diaphyse, nous l'avions dit, n'est pas parfaitement verticale, elle est légèrement oblique vers le bas et le dedans. Ce qui fait que si l'on regarde les éléments, eh bien, nous avons ici le col fémoral, la tête, donc très schématiquement, le col, la tête, et la diaphyse fémorale qui n'est pas parfaitement verticale, légèrement oblique vers le bas et le dedans. Et donc, nous trouvons là un angle qui est l'angle cervico-diaphysaire, et cet angle cervico-diaphysaire est classiquement de l'ordre de 130 degrés. 130 degrés. Alors, qu'est-ce que ça représente 130 degrés? L'angle droit, c'est 90 degrés. Un demi-angle droit, c'est 45 degrés. Donc, globalement, c'est 90 degrés plus un demi-angle droit. Ceci est donc l'angle cervico-diaphysaire et est un angle particulièrement important. Angle cervico-diaphysaire, important pour la mécanique de l'articulation coxo-fémorale. Cet angle peut être augmenté et quand il est supérieur à 140 degrés, on va parler, donc supérieur à 140 degrés, on va parler de coxa, coxa c'est la hanche, coxa valga, un valgus, coxa valga. Valgus c'est un adjectif, valgus, valga, valgum, donc ça se décline, coxa valga. Je suis justement en train de faire le contraire de ce que je vous dis. Coxa valga, donc valgus se décline. Coxa, c'est la hanche, c'est du féminin en latin, c'est coxa valga. Et c'est un mouvement de varus. Si l'angle est inférieur à 120 degrés, on appelle ça coxa vara, on est en varus. Coxa vara. Alors, l'intérêt, il est bien sûr que si cet angle n'est pas respecté, les contraintes vont être anormales et vont pouvoir générer des arthroses plus marquées. Donc l'angle ici doit être de 130, plus ou moins quelques degrés, sinon on a une attitude qui va amener à de l'arthrose. Ce qui est intéressant aussi, c'est que si le col est très vertical, supérieur à 140 degrés, coxa valga, on va avoir une grosse pression qui s'exerce. Mais on aura très peu de porte-à-faux du col, donc peu de fractures. En revanche, quand l'angle est fermé, 120 degrés, où on est plus proche de 190 degrés, eh bien là, on a vraiment une espèce de barre transversale et on va favoriser les fractures. Alors, puisqu'on parle de ces fractures du col, ce sont des fractures, vous voyez, qui sont très logiques, puisqu'on a ici ce porte-à-faux et que tout amène à cette rupture mécanique, surtout lorsque l'os est fragilisé, ce qui est le cas chez des personnes âgées. Je vous rappelle, si on faisait une petite comparaison avec l'humérus, qu'on n'a pas du tout la même situation, puisque au niveau de l'humérus, on a ici un tiers de sphère, que voici, donc un tiers de sphère, et il n'y a pas de col anatomique, c'est réduit, on va dire, à une toute petite bande millimétrique. Voilà le col qu'on appelle anatomique, qui nous mène, eh bien, au tubercule majeur et vers le bas au tubercule mineur, qui sera sur la face antérieure. Voici ici le tubercule mineur. Et entre les deux, la crête et le sillon intertuberculaire. Ça veut dire qu'ici, au niveau de l'humérus, ce n'est pas au niveau du col anatomique que ça va casser, c'est-à-dire juste sous la tête, les fractures vont se faire au niveau du col chirurgical qui est sous l'épiphyse ici de l'humérus. Donc c'est très différent. Ces fractures surviennent donc en général
par un choc relativement faible du col, de chute de sa hauteur, donc il suffit de tomber de sa hauteur, et sur une personne âgée qui est déminéralisée, le col va ici casser. C'est un problème de santé publique réel, puisque chez une personne âgée qui est déminéralisée, dont la consolidation va être moins rapide, cette fracture va amener un alitement prolongé pour la récupération, et cet alitement va être source de complications, notamment thrombose veineuse, phlébite, embolie pulmonaire. Ce qui fait que la fracture du col du fémur est une fracture à pronostic vital dans un très nombre de cas. C'est une fracture, mais qui mène, par les conséquences de la non-mobilisation, à un pronostic vital, et c'est une cause de mort importante de la personne âgée. Donc, il y a bien sûr la prévention, c'est-à-dire surveiller la minéralisation. Il y a des systèmes qui ont été inventés, d'espèces de bouées pour que des personnes âgées puissent tomber, mais ne pas avoir directement un choc sur la hanche. Et d'un point de vue intervention, pour ne pas rester alité pour récupérer de cette fracture, pour la consolidation, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va poser une prothèse fémorale. Pour cela, on coupe le col, on enlève le col et la tête, et à la place, on met une prothèse. Ce qui fait qu'on peut directement remarcher. C'est le principe de la prothèse fémorale, c'est-à-dire donc qu'on enlève le col et on enlève la tête. On se retrouve donc avec un grand trochanter, avec ici le fémur. Et à la place, on va mettre une prothèse. On ne change pas l'acétabulum, donc la tête va avoir la même taille. On met une prothèse, donc qui peut être en métal ou en céramique. Voici ici le col de la prothèse, et voici ici la tête, qui devra donc avoir le même diamètre que la tête d'origine, puisqu'elle viendra s'encastrer dans l'acétabulum que l'on n'a pas changé. C'est ici ce qu'on appelle la prothèse fémorale. Cette prothèse fémorale va être encastrée dans l'os par des systèmes variables, mais le plus souvent c'est une queue de la prothèse qui vient ici se placer dans le canal diaphysaire. Donc voici ce qui est une prothèse fémorale qui va donc permettre de régler directement la fracture. Vous pouvez remarcher dessus. Donc cette prothèse fémorale est effectivement très utile pour essayer d'éviter des complications de la fracture du col fémoral. Cette prothèse fémorale est différente de la prothèse de la hanche, de la prothèse totale. La prothèse totale, c'est une prothèse où on change les deux côtés, on change la tête et on change l'acétabulum. Cette prothèse totale de hanche, c'est ce qu'on appelle aussi la PTH, prothèse totale ou PTH. Et celle-ci se pose quand les deux côtés sont abîmés, c'est en cas d'arthrose. Mais ici, comme on change les deux côtés, on n'a pas besoin d'avoir le même diamètre de la tête d'origine, et nous pouvons ici avoir une tête qui va être plus petite. On change les deux côtés. Donc sur une prothèse totale, vous allez trouver une tête qui sera beaucoup plus petite, et vous trouverez ensuite la région avec la queue de la prothèse. Ce qui fait que sur une radio, c'est facile. En général, si la prothèse a une taille normale de tête, c'est que vous êtes sur une prothèse pour fracture. Si la tête est plus petite, c'est que vous avez une prothèse pour arthrose, une PTH. Voici donc ces éléments de prothèse qui font qu'on change carrément les pièces en coupant le col. Voici ici la prothèse totale. On change aussi l'acétabulum, et c'est en général une matière souvent transparente, ce n'est pas du métal. Et pour bien voir qu'on a changé l'acétabulum, dans l'acétabulum, on met autour un anneau métallique qui fait que sur la radio, on voit qu'il y a la prothèse aussi du côté acétabulaire. Donc voilà ces deux types de prothèses. Pour fracture, la prothèse fémorale, et donc le col est cassé, on l'enlève ainsi que la tête, et la fracture pour arthrose. Parmi les angulations, nous avons évoqué
ensuite, la notion d'antéversion de l'acétabulum et d'antéversion de la tête fémorale. Si je prends ici un petit schéma en vue axiale supérieure, nous aurions ici l'acétabulum d'un côté, qui est à 45 degrés vers l'avant, l'acétabulum de l'autre côté, à 45 degrés vers l'avant, donc voilà les 45 degrés d'antéversion de l'acétabulum, et en regard, nous avons la tête fémorale qui vient s'encastrer et qui, elle, a une antéversion vers l'avant qui est de l'ordre de 10 degrés. Donc, antéversion de la tête et du col, ce qui fait que nous retrouvons ici, donc, par rapport au plan frontal, nous avons 10 degrés d'antéversion du col. 10 degrés d'antéversion du col et de la tête, 45 degrés d'antéversion de l'acétabulum. Ce n'est pas logique puisque les deux regardent vers l'avant et donc on voit bien ce qu'on avait vu sur la coupe axiale, qu'en avant on est très découvert. Pourquoi? Eh bien c'est parce qu'on est passé de la station à quatre pattes, quadrupède, à la station debout, ce qui vient amener à cette position d'antéversion des structures. Ensuite, parmi les angles qui sont importants, il y a ce qu'on appelle l'angle de couverture de la tête et l'angle de déclinaison du toit. L'angle de couverture de la tête, on va faire un petit schéma. Ici, on va remettre simplement peut-être le fait que ce soit articulaire sur les 2/3. Ici, voilà cette tête. Si l'on représente les éléments, nous allons avoir donc la tête fémorale qui est ici, tête fémorale, donc qui s'inscrit dans une sphère pleine, et donc je mets ici donc les contours, tête fémorale, puis ici donc le départ du col, et au-dessus, on va mettre le centre aussi de la tête, centre de la tête qui sera ici, et au-dessus, nous avons donc, comme on l'a vu sur la coupe frontale, nous avons la partie supérieure de l'acétabulum, que voici, qui est articulaire, partie supérieure de la surface semilunaire, puis nous avons le bourrelet supra ou le rebord supra-acétabulaire, et là, la zone déprimée, qui est la zone non articulaire. Voilà ce que nous avions vu. Eh bien, si l'on trace une verticale passant par la tête du fémur, et si l'on passe une ligne passant par l'extrémité du rebord osseux de l'acétabulum, nous avons ici un angle, et cet angle est appelé l'angle de couverture de la tête. Il est normalement de 30 degrés. Vous comprenez bien que s'il est plus petit, la tête est mal couverte. Si elle est mal couverte, elle va pouvoir glisser vers le dehors, et c'est une luxation. Ceci est en général de manière congénitale, c'est la luxation congénitale de la hanche. Il a été montré qu'on pouvait réduire la fréquence de la luxation congénitale uniquement par la façon de langer le bébé, c'est-à-dire qu'il y a suivant les traditions locales, vous langez les bébés différemment. Donc il y a deux facteurs, il y a un facteur génétique de cette luxation congénitale, dysplasie de la hanche, l'angle est trop petit, et il y a aussi, on peut récupérer les choses avec la façon de langer en abduction ou en adduction. Les facteurs génétiques sont importants, donc si l'angle est réduit, la tête peut luxer. Qu'est-ce qui va se passer? Si elle luxe, elle part ici vers le dehors et elle remonte sur les iliaques. Ce qui fait que quand quelqu'un marche, en général c'est d'un côté, eh bien je vais appuyer, quand j'appuie, ma tête sort, remonte, et donc ça raccourcit le membre. Donc c'est quelqu'un qui va marcher comme ça. Donc c'est de naissance et ça dure toute la vie. Il se trouve qu'il y a une région de France dont ma famille paternelle était originaire, qui s'appelle le Pays Bigoudin, qui est une portion de Bretagne, donc au sud-ouest de la Bretagne, juste en dessous de la pointe du Raz, vraiment l'extrémité. Dans ce Pays Bigoudin, c'est la plus grande fréquence du monde de luxation congénitale de la hanche. Donc on était à peu près à 20%, maintenant
par le langeage, on a un petit peu réduit. Du coup, c'est une zone qui a été extrêmement étudiée pour les facteurs génétiques de la dysplasie de la hanche et on en a identifié les composants génétiques. Donc ça, c'est l'angle de couverture de la tête. Angle de couverture de la tête. Et un angle que l'on peut encore évoquer, c'est l'angle d'inclinaison du toit, couverture de la tête. L'angle d'inclinaison du toit, c'est uniquement ici l'acétabulum. Donc le toit, voilà le toit, c'est la partie supérieure de l'acétabulum. On ne va représenter que cette région-là. Voilà la partie un petit peu agrandie. Voici la partie supérieure articulaire, la partie supra-acétabulaire, la partie non articulaire, fausse acétabulaire. Et là, qu'est-ce qu'on regarde? Eh bien, on prend le point le plus inférieur, ici, de l'acétabulum articulaire, surface semi-lunaire, le point le plus supérieur. On va tracer ici une horizontale et on trace la ligne passant par le point le plus supérieur. Ça, c'est ce qu'on appelle l'angle d'inclinaison du toit. Inclinaison du toit, et il est normalement réduit, on dit classiquement 10 degrés, c'est-à-dire qu'on est presque horizontal. Ici, je l'ai exagéré pour qu'on puisse un petit peu le voir, mais voilà ici les 10 degrés de l'inclinaison du toit. Ça veut dire qu'il doit normalement être très horizontal. On comprend bien que s'il est augmenté, eh bien c'est pareil, la tête pourra glisser. Donc les deux angles fondamentaux, c'est la couverture de la tête. Si elle n'est pas assez couverte, 10 degrés, eh bien elle va partir. Si l'angle ici est augmenté, eh bien, on a une pente et la tête peut aussi sortir. Les deux sont combinés et donc ceci amène à cette luxation à chaque pression et donc une boiterie congénitale à la marche. Comment est-ce qu'on peut récupérer? Bien sûr, c'est en faisant une arthroplastie, en mettant par exemple une prothèse ou en tout cas en allant récupérer les surfaces, en coupant l'os, en faisant des ostéotomies et en récupérant ces angles. Donc la chirurgie de la hanche a été notamment très pionnière dans ces populations. Voici pour les éléments et donc maintenant nous pouvons passer relativement rapidement aux moyens de contention et aux moyens de glissement. C'est une articulation synoviale et donc nous allons retrouver une capsule qui viendra s'insérer en avant sur la ligne intertrochantérique, capsule qui viendra s'insérer au pourtour du labrum ici, et cette capsule, nous l'avions déjà vue sur la coupe triangulaire du labrum, c'est-à-dire nous l'avons vue sur le cartouche agrandi que nous avons ici, en haut à droite, ici, voici la capsule. Cette capsule est adhérente en grande partie à la face latérale du labrum. Il y a une petite zone vers le sommet ici qui est en général non adhérente et qui va donner un petit récessus sur une arthrographie. Donc voilà cette capsule articulaire. Cette capsule, nous pouvons la représenter sur la coupe frontale. Elle est donc adhérente en partie au labrum. Elle a un aspect rétréci à la partie moyenne. On dit un aspect de sablier. Voici cette capsule. Et vers le bas, la capsule va venir ici s'insérer sur le labrum et on la retrouve sur la ligne intertrochantérique. Voici la capsule vers le bas. Vers le haut, il y aura un ligament intra-articulaire que l'on verra dans un instant. Sur la coupe axiale, nous voyons la capsule ici qui va aller couvrir la région antérieure et quasiment servir de surface articulaire pour la partie antérieure de la tête. Et vers l'arrière, la capsule sera au contraire plus courte. Elle ne va pas jusqu'au grand trochanter. Nous avons des insertions tendineuses et la capsule va moins loin en arrière. Voici la capsule. Cette capsule va être renforcée par un certain nombre de ligaments antérieurs et ligaments postérieurs, que nous allons représenter ici sur deux petits schémas, antérieur et postérieur. Donc, nous représentons ici une vue antérieure avec la tête fémorale, avec le rebord acétabulaire antérieur, le pourtour du bord antérieur de l'os coxal, et nous aurons par la suite donc le col, le bord inférieur de l'os, voici le col, avec le grand trochanter supérieur et latéral. Donc voici ici ses contours, voici la ligne intertrochantérique qui est
peu marqué en avant, le petit trochanter, le grand trochanter, et nous pouvons placer la capsule articulaire qui vient donc s'insérer au pourtour de l'acétabulum et ici former un manchon, donc comme toujours inextensible, qui est rétréci à sa partie moyenne. On dit classiquement qu'il a une forme de sablier. Cette forme de sablier va aider au maintien de l'ensemble puisque la tête est plus large. Voici ici cette capsule avec des fibres qui sont principalement longitudinales. Classiquement, au niveau de la partie rétrécie du sablier, on a des fibres orbiculaires, c'est-à-dire des fibres ici qui entourent le col pour le resserrer. Voici l'insertion proximale de la capsule, pourtour de l'acétabulum, insertion distale sur la ligne intertrochantérique. Si l'on représente les éléments sur la région postérieure, sur une vue, donc là c'est antérieur bien sûr, sur une vue postérieure, eh bien on retrouve ici la tête fémorale. Nous allons pouvoir placer le col. Nous voyons ici, nous voyons le grand trochanter, ici, et nous avons la partie postérieure de l'acétabulum, la poursuite au niveau de l'os coxal. Nous avons le grand trochanter, palpable sous la peau, le bord latéral de la diaphyse. En arrière, c'est la ligne intertrochantérique qui nous mène au petit trochanter. Et nous allons voir qu'en arrière, la capsule s'insère donc au pourtour de l'acétabulum, mais sur le col va moins loin pour laisser dégager une zone osseuse pour l'insertion des muscles, des tendons, des muscles ischio-jambiers. Voici la capsule en arrière. Nous allons trouver des ligaments qui viennent renforcer, donc la capsule ne va pas jusqu'à la ligne, jusqu'à la crête intertrochantérique. Il y a une partie de col qui est dégagée, l'insertion des tendons. Nous allons trouver des ligaments qui renforcent cette capsule. Il y en a 3 qui viennent des 3 parties de l'os coxal, ilium, ischium, pubis. Nous allons trouver tout d'abord le ligament iliofémoral qui part du bord supérieur de la région et vient se diriger par 2 faisceaux. L'un longe le bord supérieur de la capsule et se termine vers le grand trochanter. Deuxième faisceau du ligament iliofémoral qui est oblique et qui, lui, va aller en direction du petit trochanter. Donc, nous sommes là sur le ligament iliofémoral qui part de la partie supérieure et qui a 2 faisceaux, un supérieur, transversal, et l'autre oblique. Ligament iliofémoral qui part de la partie iliaque, qui vient renforcer les éléments. Et puis, nous trouvons maintenant, partant du bas, nous sommes sur le pubis, nous trouvons un ligament ischio-fémoral. Pardon, un ligament pubo-fémoral, nous partons ici du pubis. Voilà le ligament pubo-fémoral à la partie inférieure et antérieure de la capsule, pubo-fémoral. Ceci est caractéristique avec ce ligament en diagonale, et si l'on regarde de façon oblique, en penchant un petit peu la tête, eh bien, nous allons voir que cela forme la lettre N. Et ceci est appelé classiquement le N de Bertin. Nous allons voir l'intérêt dans un instant. Si l'on regarde sur la face postérieure, il n'y a qu'un ligament qui va partir de la 3e partie de l'os coxal, l'ischium, et qui a une forme en éventail, c'est-à-dire qui vient ici s'enrouler à la partie postérieure de la capsule, large à sa partie d'origine et plus étroit à sa terminaison. C'est ici le 3e ligament, qui est le ligament ischio-fémoral. Donc les 3 parties de l'os coxal, iliofémoral, pubofémoral, ischio-fémoral, qui est postérieur. Si vous regardez l'ensemble de ces ligaments, ils forment un tour de spire autour de la capsule, et si vous regardez comment est ce tour de spire, quand vous faites de la flexion, vous détendez ici ce ligament iliofémoral, c'est-à-dire qu'en flexion, vous déverrouillez la capsule. Alors qu'en extension, eh bien, vous venez tendre ces ligaments, vous tendez l'ischio-fémoral, vous tendez l'iliofémoral ici, et donc on est bloqué. Le blocage en extension vient
de cet aspect spiralé, eh bien, on déplisse le ligament en flexion et donc on déverrouille, en extension, on verrouille et on ne peut pas aller au-delà. Donc l'extension est limitée par ces éléments. Nous pouvons dire qu'il existe également un ligament intra-articulaire qui n'a pas d'importance fonctionnelle, qui est un vestige embryologique, et ce ligament, c'est ce qu'on appelle le ligament de la tête fémorale. C'est un ligament qui part de la fosse acétabulaire, qui est dans la capsule, et qui vient ici partir de la fosse acétabulaire et se terminer sur la fossette de la tête fémorale. Il est intracapsulaire, mais extrasynovial. Nous pouvons voir ici le départ de ce ligament de la tête fémorale qui s'insère sur l'acétabulum que nous avons coupé, ligament de la tête fémorale, qu'on appelle aussi parfois le ligament rond, et qui vient, que nous avons également coupé ici. C'est un vestige embryologique. Ce qui est certain, il n'a pas d'importance dans le maintien de l'articulation. En revanche, quand vous voulez enlever la tête pour faire une prothèse, obligatoirement, il faut couper ce ligament qui retient la tête à l'acétabulum. Pour terminer, nous pouvons placer la synoviale qui va donc tapisser la face profonde de la capsule, que je mets ici en rouge. Ce n'est qu'une convention parce que c'est une membrane vascularisée, on pourrait bien sûr la mettre dans une autre couleur. Cette synoviale qui tapisse toute la face interne de la capsule, qui ne tapisse pas le labrum, qui ne tapisse pas le cartilage, et comme j'ai déjà pu le dire plusieurs fois, si la synoviale vient envahir le cartilage, c'est des vaisseaux dans le cartilage, c'est de l'arthrose. Voici ici la synoviale qui tapisse la capsule, qui tapisse l'os laissé libre, qui vient former un cul-de-sac et qui ne tapisse pas le cartilage. De même, ici à la partie basse, la synoviale qui tapisse l'os laissé libre, qui tapisse la capsule. Et, particularité, la synoviale vient tapisser le ligament rond, qui est donc intra-articulaire, mais extra-synovial. On va mettre ici un petit bout de capsule vers le bas. Il y a autour du ligament rond du tissu adipeux, hein, c'est jamais vide, il y a ici du tissu adipeux qui permet le glissement des éléments. Je crois nous pouvons encore placer le ligament rond ici sur la coupe axiale. Nous ne l'aurons pas en totalité, nous aurons un petit bout puisqu'il va descendre vers le bas. Voici du ligament rond de la tête fémorale. Nous avons là l'ensemble des éléments, et pour résumer maintenant les mouvements qui viennent directement de ce qu'on a vu en anatomie générale sur les articulations, c'est une sphéroïde, 3 degrés de liberté. Donc il y a les 3 plans, il y a les 3 axes. Dans le plan sagittal, vous pouvez faire de la flexion, de l'extension. La flexion, jambe tendue, 90 degrés. Si vous pliez la jambe, 135 degrés. Pourquoi? Parce que en extension de la jambe, vous tendez les muscles ischio-jambiers et vous ne pouvez pas aller très loin. Donc, flexion maximale, c'est flexion de la jambe, et là, vous allez à peu près à 135 degrés. L'extension, environ 30 degrés. On est limité, pourquoi? On est limité parce qu'il y a cette tension des ligaments. Ensuite, on a le plan frontal. Plan frontal, abduction, environ 45 degrés. Et adduction, il faut tricher, aller soit en avant, soit en arrière, environ 30 degrés. Ensuite, il nous reste la rotation. Rotation, on va tourner le membre inférieur latéralement. Rotation latérale, la pointe du pied part vers le dehors, environ 45 degrés. Rotation médiale, environ 30 degrés. À partir du moment où on peut faire ces mouvements élémentaires, on peut faire un mouvement combiné, qui est la circumduction, qui est donc un mouvement combiné de mouvements élémentaires. Circumduction, c'est un mouvement avec un cône, le sommet du cône est sur l'articulation. Circumduction, c'est flexion, adduction, extension, abduction. C'est un cône qui est relativement limité, cette circumduction de la cuisse, du membre inférieur, alors qu'au niveau du membre supérieur, comme les surfaces sont moins encastrées, vous avez une circumduction avec quelque chose qui est quasiment de l'ordre de 180 degrés sphériques. Voilà, je vous remercie pour votre attention et nous poursuivrons donc par maintenant l'étude des régions de la hanche, région antérieure, le trigone fémoral, région postérieure, région glutéale ou fessière.